C'était un mois de juillet 89. Une petite révolution bruissait dans la ville, fomentée par quelques hommes épris de liberté et qui projetaient sur leur ville engourdie d'autres destinées. Rouen, alanguie sur une boucle de la Seine, à mi-chemin et à l'étroit entre Paris et Le Havre. La ville en oubliait sa proximité avec la mer. Jusqu'à ce qu'il débarque. Une vingtaine de navires et de voiliers, venus du monde entier, du Mexique, de l'Argentine ou de Russie. Un appel d'air impressionnant et généreux. Un vent de liberté dont chacun mesure la force. Et ce sont des Normands, parmi qui renouent avec leur passé de vikings. Et ce sont des aventuriers par millions qui rêvent à la vie de ces écumeurs de mer. À bord ou à quai, les marins séduisent les hommes et les femmes. Bravo, bravo, bravo. Les marins font de bons amants. Font-ils aussi de bons maris? Oui, oui, oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Carlos, l'Argentin, et Isabelle. Fabio, l'Italien, et Véronique. Maintenant, ce qui me fait drôle, c'est qu'on dit ça. Rares sont les lieux qui ont autant inspiré les écrivains. Précieuse est l'identité littéraire qui s'est façonnée sur la Seine jusqu'à la Belle Époque. C'est sur ces rives que Flaubert venait y travailler, loin de la ville. C'est ici qu'il écrivait ses textes et qu'il les essayait en quelque sorte dans son jardin, dans cette allée de tilleuls. Il l'appelait justement son gueuloir. Pourquoi son gueuloir? Il essayait de rendre fluides ses textes et c'est à voix haute qu'il pouvait pratiquer justement ici dans sa résidence secondaire. La maison familiale, elle, se situe au cœur de Rouen. Comme Maupassant, Flaubert est normand de souche, attaché à cette Seine, nostalgique même, comme il le relate dans ses écrits lorsqu'il vogue sur le Nil. La région séduit, attire, la Seine tisse le lien entre Paris et la mer. Au XIXe siècle, nombre d'auteurs viennent y tirer l'inspiration. Ce que je trouve caractéristique, c'est qu'à la fois on a des écrivains normands nés en Normandie qui vont être sur la scène et puis qui vont n'avoir qu'un désir, c'est de monter à Paris pour réussir. À l'inverse, on a toute une série d'écrivains nationaux, parisiens, qui vont aller en villégiature en Normandie, en particulier sur les bords de Seine, et qui eux aussi vont écrire sur la Seine. Donc on a comme ça une sorte de croisement entre les écrivains normands et des écrivains parisiens. C'est alors un foisonnement intellectuel et artistique. Flaubert va disséquer vraiment la bourgeoisie de son époque. Hector Malot va utiliser des scènes de vie quotidienne qu'il connaît, donc des scènes un petit peu pittoresques de la Normandie, et au contraire, on va avoir des auteurs comme Victor Hugo qui vont un petit peu sacraliser des différents points comme Juniège avec ses ruines, ou au contraire Rouen avec ses clochers. Hugo, c'est ici à Villequier qu'il vient passer tous ses étés en famille, chez son ami Auguste Vacry. C'est là également que se joue un drame qui bouleverse l'homme et son univers.
Léopoldine, sa fille chérie de Victor Hugo, est tombée amoureuse du fils d'Auguste Macri, Charles. Ils étaient très jeunes, ils se sont mariés très jeunes. Et terrible nouvelle, puisque quelques mois après leur mariage, ils prennent le bateau de façon tout à fait banale pour aller à Côte-Bec-en-Caux sur la Seine. Le bateau chavire et ils vont mourir tous les deux noyés à quelques mètres de la berge. Et Victor Hugo ne s'en remettra jamais. Il va écrire de très beaux poèmes, hein, les Contemplations, et dont ce fameux poème que tout le monde a appris à l'école, Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, qui raconte sa quête pour aller fleurir la tombe de sa fille Léopoldine, c'est-à-dire ici. Donc en quelque sorte, le village de Villequier est à jamais marqué par Léopoldine. C'est à Jumièges, quant à lui, que Maurice Leblanc passe son enfance. Dans ses ruines, dans l'histoire secrète et mystérieuse de la Normandie, le père d'Arsène Lupin crée son imaginaire qui transparaît aujourd'hui dans son œuvre. C'est l'écrivain de la Seine par excellence. Il habitait à peu près tous les lieux, le château de Tancarville, l'abbaye de Saint-Vendrille, et puis surtout ces deux grands romans normands, L'Aiguille creuse et La comtesse de Cagliostro. Il les a situés ici au bord de la Seine en Normandie, en particulier pour La comtesse de Cagliostro. Ça se termine ici, au manoir d'Agnès Sorel, et il invente toute une série de codes ésotériques, particulièrement que les abbayes normandes auraient la forme de la Grande Ourse. Et donc, en quelque sorte, Maurice Leblanc, il invente ici le polar ésotérique. En quelque sorte, hein, le Da Vinci Code a été inventé ici, bien avant l'heure, par Maurice Leblanc, au bord de la Seine. Un fleuve, une région, terre d'inspiration. La Seine n'est pas un long fleuve tranquille. 4 fois par jour, l'onde de marée remonte et descend son lit et inverse le courant. Cette grande respiration du fleuve est la cause de phénomènes curieux, comme le mascaret. En ce temps-là, le fleuve était peu profond, son lit capricieux. Un grand spectacle se préparait. La Seine jouait sa sauvage. Un spectacle naturel d'une vague unique mais puissante qui attire sa ration de curieux et ne les déçoit pas. Le mascaret joue à bureau fermé pour chaque équinoxe. On était émus devant, hein, quand même. Hein. Bon, on avait une certaine émotion devant le fait. Ici, c'était vraiment le pôle d'attraction parce que vous aviez la cale aux moules qu'on voit derrière nous et l'eau du mascaret, la vague, montait sur cette cale et éclatait sur un mur qui est disparu maintenant. Et ça faisait une très 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 grande vague de 4-5 mètres de hauteur et c'était très spectaculaire. Et 2 fois par an, c'était la fête au village. On venait quelquefois de loin et à pied pour se faire rincer. Le mascaret a fait de la résistance. C'est-à-dire que lorsque les Allemands venaient voir le phénomène, bien entendu, il n'y avait aucun Côte-Becquais qui leur disait surtout ne vous approchez pas, il y a danger. Personne, bien sûr, leur disait. Mais il est arrivé une fois, effectivement, des Allemands sont fait emporter, dont un officier supérieur, hein, qui venait voir le mascaret, et il a obligé des hommes à lui à plonger dans l'eau pour essayer de le secourir. Et en fait, c'est un Côte-Becquais qui l'a secouru. Ces images d'amateurs en couleur témoignent des dernières années du mascaret. Car lentement, le phénomène s'est atténué. Le cours d'eau, farouche, est devenu un chenal, un grand canal. On n'aura plus de mascaret, hein, je suis sûr que ça nous a pas pénible, quand même. Parce qu'on est habitué, hein. La Seine a été creusée et les berges endiguées. Le fleuve a donc commencé une seconde vie plus calme. Elle se consacre au transport de navires lourds. Mais quelquefois, aux grandes marées et de nos jours, on sent que le fleuve se rappelle sa jeunesse.
On ne l'appelle plus mascaré, on dit plus sobrement le flot, et sur les quais, on le craint. Le voilà d'ailleurs, quasi invisible. Je pense que ça va bouger. Mais s'il n'a plus le panache de son ancêtre, le flot, à garder de la force, ainsi cet imposant céréalier de 30 000 tonnes recule-t-il sous son assaut. Pourtant, le grand navire battait machine en avant toute. La et vivant. Et voilà le célèbre Cuauhtémoc qui passe derrière nous. Christian, ce bateau, il vous fait vibrer, je le vois. Absolument, à plusieurs égards. La première chose, ceux qui sont sur le pont de Tancarville ont pu regarder que le tirant d'air du bateau est tel que le haut du mât a dû passer à 1 mètre, 1 mètre 50 du tablier du pont. C'est déjà très impressionnant. D'autre part, vous voyez que être de quart sur le bateau, quand on est dans les vergues, c'est quand même très difficile, et les relèves de quart, quand on est à 35 mètres du pont du bateau, c'est quelque chose qui est pas commode. On a beaucoup de respect pour ce bateau-là, qui est le bateau phare de la flotte de la marine mexicaine, et qui fait régulièrement des tours du monde. Et on a vu cette super figure de proue là, figure et statue de Cuauhtémoc qui a donné son nom au bateau, qui est le dernier empereur aztèque. À se foutre la gueule des gens. Ah bah à côté de ça. Justement, il faut te Qu'est-ce que c'est ça, Manuel? On ne voit pas. Brésilien. Brésilien. Ah, c'est brésilien. Ah, c'est le brésilien celui-là. Ils sont tous couchés. Adieu Brésil. Le Belém, c'est au Brésil aussi, c'est ce que je veux dire. Bah c'est bien le Belém. Marqué Belém? Ah oui? Où? Ah bah le vlog Belém alors. Alors, tu vois, je voyais plus gros que ça, je le voyais en 4. Ah bah non, tu m'as introduit dans l'erreur là. C'est un petit. C'est parce que tu l'as vu dans notre cadre. Peut-être, peut-être bien. Ouais, peut-être bien. Vous voyez marron, alors déjà. Ah ouais, toi, t'es encore plus beau avec moi. Caisse d'épargne. Je me rappelle. Excuse quand même. Et il est beau celui-là aussi. Hein. Alors attends. Il y a un Espagne, ça qui m'a dit, et l'autre, alors il est en Espagne. Emmanuel, c'était le père. Ça va Elle a vraiment une lucidité parfaite. Ah là, son bonhomme, il fallait... T'as vu le plus gros paquebot du monde qu'ils ont fait? Vrai Canal Plus, Canal Sat. Ouais. T'as tout là-dessus. Bon, ils ont connu T'as vu Il leur a plus de Jackson là. Eh, ça t'embête pas que je prenne un peu sur le bateau, on s'en fout. Ça vous, tout le monde. Il y a plus de monde. Il a trop vite. Ils sont obligés de mettre une échelle. C'est à nous, ça. Ah bah oui. Donc c'est le dernier alors. Ouais. C'est quel bateau, le petit bateau là-bas? C'est la GST, alors ils vont